Bonjour les loulous, vous l'avez remarqué, les introductions sont devenues extrêmement courtes. Vive la France, vive l'Alsace, vive les Français. Voilà, fin de cette mini-introduction. Nous vivons dans une époque étrange. Une époque où le débat semble devenir impossible. Les sujets les plus graves, la vie, la mort, la dignité humaine, sont souvent abordés comme s'ils relevaient d'une simple gestion technique administrative, financière, presque bureaucratique. Et pourtant, l'être humain a deux droits fondamentaux, le droit à la vie et le droit à la vie. Oui, je sais, c'est beau, même à l'oral, vous écoutez Raymond DeVos. Ah bah non, ce n'est que moi. Pour ceux qui auraient eu du mal avec cette petite blague, ortho, donc restons droit, orthographe, donc le droit à la vie, en trois mots, A, avec un accent, la vie, ou bien le droit à la vie avec un L apostrophe. Donc le droit de vivre et le droit de donner son avis. Oui, c'est une plaisanterie, une boutade, mais une plaisanterie révélatrice. Sur des questions aussi essentielles que la fin de vie ou l'euthanasie, beaucoup de citoyens, dont moi je pense avoir le droit encore de donner mon avis, malgré l'absence de référendum d'initiative citoyenne, beaucoup de citoyens donc ont le sentiment que leur voix compte peu, voire pas. Les décisions semblent parfois prises dans des cercles politiques ou technocratiques. C'est rigolo de dire ça au moment où vous êtes censé voter à vos élections municipales. Ne croyez pas que j'en ai encore quelque chose à faire. Je n'ai plus la moindre confiance dans le moindre de ces clowns. Donc ces décisions prises dans des cercles restreints politiques technocratiques auxquels vous n'avez pas accès touchent au cœur même de ce qu'est l'être humain. Rappel, vous êtes en oligarchie, point. Dans ce climat, il est impossible actuellement de discuter sereinement et pour deuxième, non pas second, il y en aura d'autres. Rappel, le dernier génie de cette oligarchie, c'est justement sa capacité à nous maintenir dans un état mêlé de léthargie, de zizanie et de méfiance que nous éprouvons les uns envers les autres. Quand, comme le dirait Étienne Chouard, que l'on soit d'accord ou pas sur tous les sujets, vous voyez bien que lorsque l'on discute de manière sereine avec les gens qui nous entourent, nous observons que nous sommes en accord à 90%, à l'exception de quelques lignes rouges à connaître, importantes à connaître, infranchissables selon moi, je les ai déjà énoncées au travers des différents épisodes de cette émission. À commencer en premier lieu par l'enseignement des thèses LGBTistes à des élèves mineurs. Voilà. Ou le retour du masque pour porté par des élèves pour une maladie bénigne. Voilà deux lignes rouges absolument infranchissables sur lesquelles je suis absolument intransigeant. Pour le reste, je suis parfaitement capable de débattre de tout, et même d'ailleurs sur les lignes rouges que j'ai, je suis absolument capable d'en débattre. Sauf que sur ces deux sujets-là, il est impossible que je change d'avis. Les débats, bien qu'impossible ne soient pas français, les débats se transforment vite en affrontements idéologiques, ou bien les débats sont tués, pour ne pas dire tués dans l'œuf, finissant dans l'hystérie ou dans l'insulte facile au fascisme, dès le moindre argument faisant vaciller votre interlocuteur. Il faut alors se souvenir d'une chose simple, une source n'est pas une preuve. Dans un monde saturé d'informations, de pseudo-informations, il faut refuser le monopole du narratif, refuser ainsi le terrorisme intellectuel qui s'abat sur nous, et cela devient très rapidement un devoir intellectuel que devraient porter à tout le moins tous les enseignants de ce pays. Comme le disait Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, sacré nom, tout ce qui est exagéré est insignifiant. Autrement dit, plus un discours devient caricatural, moins il éclaire la réalité. Plus il est utile, en revanche, à préserver la même zizanie et la cacophonie ambiante dont je vous parlais à peine plus haut. La réalité est souvent justement complexe, chère à Edgar Morin donc, complexité même qui tend à disparaître entre tant d'attention en berne, fatigue car pour les travailleurs de ce pays nous n'avons jamais autant travaillé dans des positions aussi peu naturelles, j'ai nommé la position assise, devant un écran durant des heures. Il faut pourtant absolument retrouver les nuances, la capacité à débattre
Et rappelez-vous, cela ne veut pas dire être un pauvre gris moyen sur tous les sujets. Vous devez avoir des positions fortes, fermes et assumées, et c'est alors que vous aurez un caractère, une âme et une réelle humanité, même si vos positions ne sont ou vos opinions ne sont pas les bonnes selon la société actuelle. Gardez vos positions, camarades. Aujourd'hui, certains films, trop peu, ou événements, beaucoup trop, nous rappellent que la dignité humaine peut être menacée de bien des manières. Le film Sound of Freedom que j'ai vu récemment a par exemple remis au centre du débat la question de l'exploitation odieuse des enfants. Beaucoup y ont vu un rappel brutal d'une vérité souvent oubliée. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Pourtant, ce qu'il en est tristement ressorti dans les médias, ce sont deux choses, le complotisme et Mel Gibson, le facho. Quelle tristesse que ce monde. Dans le même temps, et malgré l'abolition officielle de l'esclavage, ce film rappelle également, avec de nombreux chercheurs qui le corroborent, nous estimons donc qu'il existe aujourd'hui plus de personnes exploitées ou réduites en esclavage qu'à n'importe quelle époque de l'histoire, et pas par les blancs, oups, je ne l'ai pas dit, c'est pas moi. Bref, notre époque est absolument emplie de contradictions. C'est dans ce contexte que je vais désormais poser la question de l'euthanasie. Peut-on encore donner son avis dans la société où Voltaire aurait dit, même si Dieudonné nous a appris des siècles plus tard que ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort afin que vous ayez le droit de le dire. C'est pas grave, je vais prendre ce droit-là. Qu'est-ce que la dignité humaine? Qu'est-ce que la liberté de vivre et de mourir? Jusqu'où une société peut-elle aller dans la décision de donner la mort? Question de l'euthanasie, donc. C'est une question humaine avant d'être politique. Puisque avant d'être un débat législatif ou une histoire de pognon ou encore de moyens aisés pour se débarrasser d'opinions jugées dangereuses, oups, la question de l'euthanasie est d'abord et avant tout une question humaine. N'en déplaise à certains. Chaque personne, j'en ai déjà parlé, possède 3 besoins fondamentaux afin de vivre dignement. Et il me semble que la vie humaine est avant tout le droit de vivre dans la dignité. Ainsi, ces 3 besoins fondamentaux, rappelons-les, l'autonomie, la relation aux autres, c'est-à-dire le besoin d'affiliation sociale, et enfin la capacité d'agir ou de se sentir utile, c'est-à-dire compétent. Donc je reprends à retenir le besoin d'autonomie, le besoin d'affiliation sociale et le besoin de compétence. Lorsqu'un accident ou une maladie grave détruit ces piliers, certains peuvent en venir à penser que la vie n'a plus de sens. Quand le nihilisme ambiant en Occident ou l'adolescence vous font avoir des idées noires dans une société déjà malade, vous entrez alors dans une spirale qui va vous enfoncer toujours davantage plutôt que de vous permettre de vous en extirper avec, pour ne citer que cela, le retour au sport, le retour de l'estime de soi, le retour d'une recherche de compétences dans un domaine quelconque, peut-être, pourquoi pas, un coup de pied au derche parfois nécessaire, le développement d'une identité, d'un caractère fort. Je ne parle pas ici de LGBTisme sorti de nulle part, mais d'identité ancrée dans la réalité, les racines familiales ou du pays, et dans le temps oups. Le film Million Dollar Baby, qui m'a marqué lorsque j'étais chiard, illustre ce drame, une boxeuse devenue tétraplégique suite à un accident où elle se mange un tabouret qui lui brise la colonne vertébrale pour avoir tourné le dos à son adversaire. Elle finit par demander à Clint Eastwood, son entraîneur, enfin Clint Eastwood joue son entraîneur plutôt, elle finit par lui demander de mourir. Ce film est bouleversant puisqu'il montre une réalité tragique. La souffrance peut être telle que la mort semble apparaître comme une délivrance. Petit et encore parfois aujourd'hui, j'ai toujours dit que si l'usage de mes jambes ou de mon cerveau venait à disparaître pour une raison quelconque, je souhaiterais moi-même disparaître. Pourtant aujourd'hui, retourner au catholicisme, je sais que c'est une position que je ne devrais point tenir, et pourtant je suis honnête, si je dois imaginer ce scénario peu réjouissant, avouons-le, j'avoue également qu'il me paraît difficile d'y survivre, étant
L'homme que je suis, la perte d'autonomie avec mon caractère absolument sauvage, me paraît fort complexe à supporter. De même, dans un épisode de Doctor House, il y a un épisode donc avec un homme qui souffre d'une telle façon qu'il n'envisage plus que la mort. Alors il se trouve qu'il finit par guérir, ce qui pose la question de, plutôt que de penser mourir, et alors même que l'on croit avoir épuisé toutes les pistes de recherche et de soins médicaux, il ne faut pas perdre espoir. Et d'autant plus quand effectivement on est dans une religion, peu importe laquelle, ce n'est pas le débat ici. Je ne connais pas cette notion d'avoir une douleur telle que l'on en a envie de mourir. J'ai connu des proches autour de moi qui ont connu cela et qui malheureusement ont fini justement par se donner la mort. Donc je ne me permettrai pas de juger, je comprends que ce soit un débat extrêmement complexe et que justement on ne peut peut-être pas comprendre, appréhender si on ne l'a pas vécu. Bien. Il est malhonnête donc de balayer la question d'un revers de la main. La tentation peut exister dans certaines situations extrêmes. Et comme le disait le Raptor dans son dernier ou avant-dernier podcast, finalement cette question-là a toujours été résolue dans l'obscurité, disons, des chambres d'hôpitaux, de manière informelle, avec des médecins qui avaient bien compris que le soin n'était plus possible, on va en reparler, et qui se permettaient, avec l'accord tacite ou implicite des familles, justement, d'en arriver à cette extrémité. Reprenons sur la question spirituelle. Pour un chrétien, la question est plus complexe encore. Dans cette même tradition chrétienne, donc, la vie est un don de Dieu. Et l'apôtre Paul, dont j'ai lu un livre très intéressant, je n'ai plus retenu le nom de l'auteur, j'en parlerai peut-être dans le prochain épisode, puisqu'il a eu une vie absolument fabuleuse, fantastique et emplie d'une énergie à faire rougir d'un certain David Goggins. Donc je reprends Paul, enfin Saint Paul. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La vie est alors comparée, si l'on en croit cette citation, à une course à mener jusqu'au bout, jusqu'à son terme, ce qui ne signifie pas non plus qu'il faille prolonger la vie de manière artificielle à n'importe quel prix. La vie avec des petites pilules pour continuer à vivre de 100 ans à 110 ans dans un état de semi-vie, est-ce qu'on peut réellement appeler ça la vie? Là aussi, la définition mérite d'être poussée et la question mérite d'être posée. La tradition chrétienne distingue deux choses, soigner et accompagner, ce qui est un devoir inscrit depuis bien avant la chrétienté dans le serment d'Hippocrate, et s'acharner inutilement, ce qui paraît déraisonnable et différent, bien que la ligne soit difficile à définir. Mais justement, l'intelligence humaine, après des millénaires, devrait nous permettre de définir cette ligne, aussi ténue soit-elle, et peut-être même personnelle, et donc une ligne différente d'un individu à l'autre. Distinction essentielle donc, acharnement thérapeutique et euthanasie. Il me paraît absolument essentiel de ne pas confondre ces deux situations très différentes. L'acharnement thérapeutique, c'est le fait de maintenir artificiellement la vie alors qu'il n'y a plus d'espoir de guérison ou d'amélioration. On pourrait reprendre l'épisode de Doctor House pour en revoir tout. Je sais très bien que c'est une série, d'accord, merci bien, mais on peut revoir toutes les péripéties et tous les moments où tout le monde est proche d'abandonner et même d'accepter de laisser l'homme mourir, et puis finalement ils finissent par trouver la solution et il finit par retrouver une vie normale. Donc faut-il abandonner lorsqu'un homme ou une femme ou un enfant ou un adolescent sont encore dans la force de l'âge? Peut-être que c'est aussi une question d'âge qui peut jouer là-dedans et l'on ne doit pas laisser. J'ai vu passer un article d'une jeune fille en Belgique de 16 ans qui était condamnée, qu'on a euthanasiée avant sa dernière heure. La plupart des éthiques médicales reconnaissent aujourd'hui que cet acharnement thérapeutique peut être injustifié. Et à côté de cela, nous avons l'euthanasie claire et suicide assisté. Là, la logique est différente. Il ne s'agit plus de laisser la mort suivre son cours naturel, mais de réellement
provoquer volontairement la mort pour préserver les organes, dans le cas de cette jeune fille de 16 ans. C'est ici que se pose la question du rôle du médecin. Depuis l'Antiquité, le serment d'Hippocrate repose sur une idée simple, le médecin soigne, il ne donne pas la mort. Transformer l'euthanasie en acte médical en acte de soin officiellement constitue donc un changement philosophique majeur, encore une inversion de valeur et retirer le choix au médecin me paraît absolument criminel. De plus, faites-vous confiance à cette oligarchie qui nous gouverne pour décider de votre euthanasie sans que vos médecins justement ni vos proches ne puissent s'y opposer. Dans un pays où, rien qu'à l'Assemblée nationale où se trouvent nos chères élites, n'est-ce pas, on trouve en vrac un Mélenchon qui appelle plus ou moins clairement au meurtre des jeunes femmes de Némésis, un ancien vendeur de drogue, un antifa en réalité fascisant, mais c'est rigolo le fait qu'il ne s'en rende pas compte ou fasse semblant de ne pas s'en rendre compte, une candidate à l'élection présidentielle accusée de détournement de fonds, une femme faisant l'apologie du terrorisme capable de dire « nique la France » mais incapable de dire « vive la France », des maires corrompus ou bien corruptibles, Sarkozy qui nous a fait de la prison mais pas pour assez longtemps, Mitterrand, Chirac, un homme fortement suspecté d'actes pédocriminels qui a eu le ministère de l'Éducation, et enfin, finissons avec lui, Cotino. Inversion des valeurs donc, après avoir parlé de cela, ça me semble de rigueur. Certains critiques, excusez-moi, mesdames, messieurs, de m'octroyer le droit d'être critique, craignent donc que l'on assiste à une inversion progressive des valeurs. Dans certains discours, l'euthanasie est maintenant présentée comme un soin. Si c'est un soin, alors refuser ce soin pourrait-il un jour être considéré comme une faute médicale ? La question mérite d'être posée. On a vu ce qui est arrivé à certains médecins lors du Covid déjà qui ont perdu leur droit d'exercer la médecine. On l'a déjà vu dans d'autres débats bioéthiques, une fois qu'une pratique est légalisée, elle peut progressivement devenir difficile à contester publiquement. Je vous rappelle qu'il est absolument interdit dans ce pays de débattre sur la question de l'avortement sous peine de poursuite. Le risque d'une société utilitariste. Un autre danger, c'est la logique justement utilitariste. Dans une société vieillissante confrontée à des coûts médicaux importants et à un profond trou dans la sécurité sociale, certains craignent que la mort provoquée devienne progressivement une solution économique. Également peut-être pour récupérer des héritages familiaux un petit peu plus rapides, même si c'est l'État qui en prend la plus grande partie désormais. Tout cela est un autre sujet. Personne ne le dira ainsi, à part votre serviteur, mais les incitations sociales peuvent parfois être très puissantes dans le monde de l'argent et du capitalisme d'actionnaires, y compris dans certains hôpitaux privés, n'est-ce pas ? Une prudence nécessaire toutefois il y en a plusieurs, la question de la fin de vie exige une extrême prudence. Elle demande un véritable développement des soins palliatifs, une réflexion morale profonde, un débat ouvert où toutes les voix peuvent s'exprimer. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le droit à la parole ? Merci. Ou le droit au moins de donner mon avis, même s'il n'est pas écouté étant déjà shadowban. Mais ce n'est pas grave, je vais poursuivre. Comme le rappelle souvent M. Aberkan, le caractère et les choix des individus engagent leur responsabilité, mais la responsabilité d'une société est aussi immense lorsqu'elle décide des règles entourant la vie et la mort. Petite coupure, j'ai dû reprendre ma conclusion. Lorsque le texte donc sur l'euthanasie est passé à l'Assemblée, Justine Gruet a affirmé donc que le but de l'Assemblée était de prétendre à un texte d'équilibre. Mais dans l'amendement proposé par Frédéric Valtou, il est donc écrit qu'il est 2 fois moins grave d'inciter que d'entraver, puisque les peines encourues sont 2 fois moins importantes dans le délit d'incitation proposé que dans le délit d'entrave. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie en l'état que vous risquez, ou plutôt que vous risquerez, si tout est
tout poursuit dans cette voie-là et tout est accepté dans cette voie-là, vous risquerez davantage à empêcher quelqu'un de se suicider, à débattre avec lui pour empêcher son euthanasie, son suicide assisté, que si vous l'incitez. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais du coup, imaginons qu'est-ce que cela signifie. Vous risquez peut-être 20 ans d'emprisonnement si vous débattez avec quelqu'un, pardon, je m'embrouille un petit peu, mais donc vous risquez par exemple 20 ans d'emprisonnement si vous voulez empêcher quelqu'un de se suicider, et vous risquez en revanche seulement 10 ans si vous incitez, donc si vous dites à quelqu'un vas-y suicide-toi. Vous imaginez ce monde. Donc on risque 2 fois davantage si on entrave plutôt que si l'on incite. En conclusion, la question de l'euthanasie ne peut pas être réduite à un slogan ou un vote rapide dans une assemblée remplie de pourriture. Elle touche à ce qu'il y a de plus profond dans notre civilisation, la dignité humaine, la liberté, la responsabilité, la valeur de la vie. Avant de décider si une société peut organiser la mort, il faut peut-être se poser une question plus fondamentale encore. Sommes-nous encore capables d'accompagner la vie jusqu'au bout, de manière saine ? Peut-on ou doit-on craindre l'utilisation de l'euthanasie pour faire taire définitivement des citoyens à l'avis divergent que l'on jugera fou sans autre forme de procès dans un monde lui-même fou? Deuxième et dernière partie, Yukio Mishima et l'éthique du samouraï. Pour réfléchir à la question de la vie, de la mort et de la dignité humaine, je vais faire un détour par le Japon, par un écrivain aussi fascinant que dérangeant, j'ai nommé Yukio Mishima, l'un des plus grands écrivains japonais du XXe siècle, romancier, dramaturge, essayiste, obsédé par la discipline, le corps, la tradition japonaise. En 1970, après une tentative spectaculaire de réveiller l'armée japonaise et de défendre l'honneur impérial, il mit fin à ses jours selon le rituel des samouraïs, pourtant disparu depuis longtemps, le seppuku. Ce geste final n'était absolument pas une folie improvisée, mais la conclusion logique dans la cervelle de Yukio Mishima d'une réflexion menée toute sa vie sur l'honneur, la mort et la dignité. Dans son essai Le Japon moderne et l'éthique samouraï, Mishima explore la pensée des samouraïs à travers un texte fondamental de leur tradition, le Hagakure. J'espère que je prononce correctement, mes excuses si ce n'est pas le cas. Littéralement caché dans la feuillée. Une philosophie de l'action personnelle, contrairement à la pensée politique occidentale, par exemple celle de Machiavel qui réfléchit avant tout à l'action de l'État ou du gouvernement, l'éthique samouraï, c'est d'abord une philosophie de l'action personnelle. C'est donc une discipline intérieure, et quand je vous dis qu'il n'y a qu'une politique, c'est la politique de soi, c'était avant même d'avoir lu cet auteur. Le Hagakure enseigne que la vie doit être vécue comme si chaque jour pouvait être le dernier. Méditer quotidiennement sur la mort, ce n'est pas cultiver le désespoir, c'est au contraire se concentrer, se recentrer sur la vie. La mort n'est pas un échec, elle est l'horizon qui donne à chaque geste son importance et à la vie sa beauté. Les vertus du soldat japonais, la tradition samouraï repose sur des vertus simples mais exigeantes, fidélité, loyauté, courage, politesse, frugalité. Un samouraï ne cherche pas le confort, il cherche la rectitude du cœur. On est donc encore dans la droiture finalement. Comme le rappelle Mishima, quiconque est expert dans un art particulier n'est qu'un technicien, pas un samouraï. Autrement dit, la compétence dans un seul domaine ne suffit pas, cela ne fait de vous qu'une machine. Ce qui compte, c'est finalement le caractère, et je me permets d'ajouter l'âme que vous êtes, que vous vous serez forgé. Une morale exigeante, l'éthique samouraï est radicale, elle exige de l'homme qu'il se prépare matin et soir à la mort, non pas pour mourir mais pour vivre avec intensité. La résolution d'un homme ne se prouve pas dans un moment d'enthousiasme, elle se prouve chaque jour pendant des années dans la discipline. Pour vaincre les idées noires, l'anxiété, le fait de sombrer uniquement dans les jeux vidéo, la facilité, la mollesse, j'en passe et des meilleurs, la pornographie, etc. Tout ce dans quoi le Arthur de Kaamelott a tristement sombré et ne parvient pas à s'extirper. Le Hagakure, mais encore une fois mes excuses pour ma prononciation, insiste sur une autre idée forte, corriger les fautes d'un autre peut être un acte de
charité, mais pour qu'un conseil soit entendu, il faut d'abord gagner l'estime de celui à qui on parle. Il est trop rude et inefficace de ne faire que reprocher les fautes d'orthographe, le surpoids, la détresse de votre prochain. Vous ne ferez alors que le blesser sans l'aider et lui permettre réellement de s'en sortir. La morale samouraï est une politique du cœur. Elle exige même parfois l'impossible, la patience face à la médiocrité ambiante. Je paraphrase puisque c'est mon analyse, donc je fais ce que je veux. Le guerrier doit maîtriser ses faiblesses. Il peut ressentir la fatigue ou le découragement, cela est humain, mais il ne doit pas les laisser paraître et surtout ne pas les prononcer à voix haute ni les laisser envahir longtemps sa cervelle. Dans cette vision masculine de la morale, je sais que le masculinisme actuellement est attaqué et que c'est un très très gros mot et une très très grande tare, mais que voulez-vous, je suis une ordure. L'apparence compte presque autant que la réalité. Il est même parfois plus important de paraître courageux que de l'être réellement, puisque cette apparence soutient le courage des autres. Parce que la forme, également, c'est le fond qui remonte à la surface. La discipline, de nouer une cravate tous les jours, de faire ses séances notées dans un carnet chaque semaine, voilà ce qui permet de changer durablement, puisque nous ne sommes pas dans un jeu vidéo où la progression est facile. Beauté et morale, une idée étonnante rapproche la philosophie samouraï de la Grèce antique pour les Grecs. Comme pour les samouraïs, l'esthétique et l'éthique sont liées. Je vous ai parlé plein de fois du kalos kagatos, le beau et le bon. Ce qui est moral doit être beau, c'est naturel, lié à la symétrie. Seule cette époque malade, désespérément nihiliste, nie ce principe évident. Les exceptions existent, merci Sherlock, des hommes qui présentent bien et qui sont d'affreuses ordures, et des hommes qui présentent mal, qui ont un grand cœur. Bien entendu que cela existe. Tout cela n'est que courbe de Gauss. Mais cela vous donne un bon point de repère valable dans 90 ou 95% des cas. Ce qui est beau doit être fort, brillant et plein d'énergie. La dignité d'un homme se manifeste dans tout, dans l'effort, la discipline, la sérénité, apparente ou réelle, la justesse de la conduite et même dans un simple regard. La dignité, selon Mishima, c'est la manifestation extérieure d'une fierté. Inviolable, c'est la décision intime de mourir plutôt que de vivre dans le mépris. Critique intemporelle des sociétés décadentes. L'éthique samouraï ne consiste pas à vouloir restaurer un passé idéalisé. Le Hagakure rappelle qu'il est vain de vouloir faire ressembler son époque à celle d'il y a 100 ans. Chaque époque doit simplement être la meilleure possible selon sa nature, avec nos efforts individuels. Mais le texte met aussi en garde contre deux dangers, le laxisme là aussi individuel, et enfin la perte de respect entre générations. Une société où la jeunesse n'écoute plus les anciens et où les anciens renoncent à transmettre court vers le chaos. Ce point me touche particulièrement, ayant, je l'avoue, bien peu de respect pour ceux que sont devenus beaucoup de nos anciens actuels. Et en même temps, une part de la critique, je pense, leur revient puisqu'ils ont renoncé à transmettre ce qu'ils avaient de beau de peur, encore une fois, d'être traités ou taxés de fachos ou que sais-je encore. Mishima et la question du sens de la vie. La pensée de l'auteur peut choquer aujourd'hui. Mes excuses. Elle heurte une vision moderne de l'existence où la priorité est souvent donnée à la sécurité, le confort et la longévité. Dans trop de sociétés occidentales, le rêve, ce qu'on appelle le French Dream, implicite, ressemble à ceci. Étudier longtemps, au crochet de l'État, travailler sans trop se fatiguer, profiter d'un système social protecteur tout en critiquant l'État-providence, que je critique moi-même énormément, mais pas sur cet aspect-là, vous l'aurez remarqué, puis attendre la retraite pour commencer à vivre pleinement, de nouveau au crochet de l'État, ce qui est plus ou moins vrai, je vous l'accorde, puisque vous avez été bien ponctionné dans la période durant laquelle vous avez travaillé, je l'entends bien. Mishima défend l'idée inverse. La jeunesse doit être un moment d'intensité et de dépassement. Peut-être un petit côté James Dean, fureur de vivre, avec là aussi une ligne très fine entre vivre intensément sa jeunesse et de l'autre côté, c'est le cas de le dire, sombrer dans de futiles ou non crimes de délinquance juvénile menant parfois à des horreurs. C'est absolument évident, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tenir la fine ligne, ce n'est pas justement évident.
La vie n'est pas faite pour être prolongée artificiellement le plus longtemps possible. Si vous en arrivez là, vous perdez vos besoins fondamentaux, votre âme humaine et le plein sens de votre vie. La vie est faite pour être vécue pleinement. C'est précisément parce que la mort est possible à chaque instant que la vie devient précieuse. La pensée de l'auteur est donc provocante mais stimulante. Bien sûr, personne ne souhaite aujourd'hui revenir à la société des samouraïs, à moins que, si je me permets de reprendre Dieudonné à nouveau, on s'ennuierait peut-être moins. Et personnellement, j'ai toujours dit que la pire invention du monde fut le flingue, son of a gun, et tout ce qui a suivi, puisque, à l'époque au moins, c'était réellement le plus fort martialement qui l'emportait et qui vivait une vie pleine et bien remplie. Alors qu'aujourd'hui, quel intérêt y a-t-il pour aller mourir sur le front d'une guerre qui n'est, selon moi, pas la nôtre, tué par un drone, et je me reprends encore Dieudonné, qui sera conduit par un Américain ou que sais-je encore, qui sera assis sur ses toilettes. C'est lui qui conduit le drone. Mishima pose une nouvelle question dérangeante. Une civilisation qui ne parle plus que de sécurité, de confort et de durée de vie n'est-elle pas en train d'oublier la notion d'honneur et de dignité, de sombrer dans un morbide et inutile ennui? L'âme humaine ne vaut-elle pas mieux, quitte à mourir dans la fleur de l'âge pour une passion dévorante? C'est là que la réflexion rejoint le sujet de la fin de vie, car si une civilisation ne sait plus ce que signifie honneur, dignité, courage, responsabilité personnelle, alors comment peut-elle décider sereinement de questions aussi graves que donner la mort ou accompagner la mort? Et je me permets, pour illustrer ce propos, de citer l'alpiniste Alain Robert qui a 60 ans continue des ascensions free solo, désolé pour l'anglicisme, avec un corps dans un état impressionnant, disons, mais qui continue à assumer que peut-être un jour il finira par mourir en chutant d'une falaise, mais il aura vécu sa plus belle vie et il a déjà vécu comme cela et survécu jusqu'à 60 ans passés. Merci de votre écoute attentive de cet épisode court. Toujours pas de promesses pour la suite de cette émission. N'oubliez pas de faire partie de l'équipe éducative de vos enfants, d'agir où vous le pouvez pour que ce monde reste encore un tant soit peu sain pour la future jeunesse de ce pays qui a grand besoin de nos soins réellement bienveillants. Baseball.